Nous sommes à la ferme Spittelhof, à 950 mètres d'altitude, dans l'est de la forêt noire. Hilda, komm. Komm. Je me suis installé ici en 1970 et je me suis converti à l'agriculture bio une quinzaine d'années plus tard. Vous voyez, ça a été un long cheminement pour en arriver là. Ce qui me fascinait dans cette méthode d'exploitation agricole, c'était l'indépendance qu'elle vous donnait. En cultivant vos champs à l'ancienne, vous êtes totalement indépendant. C'est une belle récolte. Oui. J'ai pris des pétales de plantes annuelles, du bleuet et du souci. Je pense que ça ira comme ça. Je n'ai pas besoin de toutes les prendre. J'en laisse pour la reproduction et pour les abeilles. Ce mélange pose problème aux inspecteurs chargés de la certification bio. Pourquoi? En fait, on devrait tenir un journal des récoltes, où on ferait état de chaque poignée de pétales de souci qu'on récolte. En principe, ils devraient tous être estampillés bio dès le départ. On le fait pour beaucoup de choses, mais là... La certification bio est un concept qui découle de la production industrielle de masse. Alors, quand on a une telle diversité de plantes bio, ça pose problème. Parce que cette cohabitation de produits ne figure sur aucun formulaire. Et les agents du système ne savent pas comment gérer ça. Je continue à croire en l'agriculture à l'ancienne. Mais je ne cautionne pas ce que la vaste entreprise de normalisation du bio en a fait. Parce qu'avec la production de masse, les petits exploitants, qui ne peuvent produire que des quantités modestes, se retrouvent une fois de plus sur la touche. C'est la même chose dans tous les secteurs économiques. L'ennui, c'est que dans notre système actuel, on ne fait pas de différence entre cultiver des plantes destinées à l'alimentation et fabriquer des vis. Siegfried Diekle, agriculteur bio de la première heure, veut aujourd'hui sortir du système de certification bio. Le monde merveilleux du bio. Des rayons entiers lui sont désormais consacrés. La branche enregistre 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Allemagne. En Europe, on atteint les 21 milliards et la tendance est à la hausse. Le bio est vendeur. Les organisateurs du Biophare de Nuremberg présentent l'événement comme un salon pilote mondial des aliments biologiques. Avant, ce même salon était réservé aux produits de niche. À l'origine, le concept d'agriculture bio s'opposait à celui de gaspillage des ressources rattachées à l'industrie agricole conventionnelle. Mais les grands groupes agricoles internationaux se sont appropriés cette noble idée et l'ont dénaturée en lançant une fois de plus des productions de masse. Les logos bio nous promettent monts et merveilles, notamment une meilleure santé grâce à des légumes, de la viande et du poisson exempts de toute substance chimique, cultivés ou élevés dans le respect de l'environnement et des animaux. Souvent associé au commerce équitable, le bio est également lié à des valeurs éthiques telles que la garantie de conditions de travail et de salaires décents pour les petits exploitants et les ouvriers agricoles en situation défavorable. Avec le bio, c'est donc aussi une bonne conscience qu'on nous vend. Rien qu'en Allemagne, il existe plus d'une centaine de logos bio et autres écolabels. On trouve de tout en version bio, des compléments alimentaires aux conserves en passant par les soupes en sachet. Quel est le prix de ce boom? Le bio est-il toujours vraiment bio, c'est-à-dire sain, éthique et écologique? D'où viennent tous ces produits? Que se passe-t-il dans les coulisses du bio au XXIe siècle? C'est la saison du cynorhodon en Norvège. La récolte a commencé pour Peter Tide Johansen et sa start-up, qui a développé un nouveau produit destiné à rejoindre le marché toujours grandissant des compléments alimentaires éco-labellisés.
Enfermée dans de petites capsules de gélatine, la poudre d'églantier sauvage pourrait un jour constituer une petite part du gigantesque gâteau bio européen. Nous récoltons des baies d'églantier sauvages. Nous en extrayons la poudre et nous en remplissons ces capsules. Cette poudre renferme toutes les propriétés naturelles des baies d'églantier qui sont cueillies sur place. C'est un produit 100% naturel. Nous souhaitons le commercialiser dans le monde entier. Nous avons rencontré une dame prénommée Marion qui travaille à présent pour nous en Allemagne, où elle essaye de trouver des partenaires commerciaux qui seraient intéressés par notre produit. Et de là, nous passerons peut-être à l'international. Salut Peter. Salut Marion. Comment vas-tu? Bien, content de te voir. Tu es tout beau. Tu es allé chez le coiffeur? Oui, tu as vu ça? Écoute, je suis allée au salon bio de Nuremberg. Comme tu le sais, j'ai essayé de voir si on pouvait décrocher un logo bio pour notre cynorhodon. Oui. Dans mon dernier mail, je te demandais si tu avais la possibilité de décrocher un label bio directement en Norvège. J'en ai trouvé deux qui pourraient éventuellement faire l'affaire. L'un d'eux s'appelle DiBio ou DiBio. Je crois qu'il est reconnu par l'Union européenne. Parfait. Salut ton fils de ma part. Bye bye. Bye bye. Ce produit à base de baies d'églantier n'existe à l'heure actuelle qu'en Norvège. Et je le trouve formidable. Parce qu'il est vraiment issu à 100% de la nature sauvage norvégienne. Alors j'ai dit à Peter, tu sais quoi mon cher Peter, ton produit me parle. Je vais m'occuper de le commercialiser en Allemagne. À partir de là, je me suis demandé quel était le meilleur moyen de promouvoir ce genre de produit. Pour avoir visité beaucoup de salons et parlé à beaucoup de gens, je sais d'expérience que les Allemands sont très orientés bio. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans une entreprise colossale. Une entreprise potentiellement très rentable. Mais pour commencer, Marion doit essayer de s'y retrouver dans la jungle des labels bio. Il y a beaucoup d'infos notées en marge qu'on ne voit pas tout de suite. Donc les recherches prennent du temps. La société Naturland est impliquée dans la promotion de l'agriculture biologique en Allemagne et à l'étranger. Elle impose des critères plus stricts que ceux de l'Union européenne en matière de bio. Ah, j'ai trouvé un lien vers la certification. Je progresse. Tiens, un questionnaire. J'imagine qu'il va falloir que je le remplisse. Marion Kopp n'est pas au bout de ses peines, car le chemin qui mène à la certification bio est long et semé d'embûches. Le bio est un marché en pleine expansion. Les grands acteurs occidentaux de l'agroalimentaire avancent toujours plus vers l'Est en imposant leur idée d'une production bio-industrielle. Et ce, bien entendu, sans consulter les habitants des régions concernées, comme ces petits exploitants de la vallée de Hartibaciu en Roumanie. On fait totalement abstraction de leurs traditions agricoles, qui menacent de disparaître face à cette concurrence totalement démesurée, car pour survivre, les agriculteurs roumains n'ont qu'une solution, multiplier leur rendement. Willi Schuster, lui, continue à pratiquer l'agriculture biologique telle qu'il l'entend au sein de sa petite exploitation. Ce faisant, il veut simplement satisfaire ses besoins personnels et pratiquer un peu de vente directe. Sa devise, la lenteur. Regarde, ça c'est un paillage. Si je l'écarte pour que tu puisses bien voir, regarde, il y a des vers de terre. Si tu renifles ça, tu as l'impression de renifler le sol des forêts. Ici, il faut savoir qu'on n'irrigue pas. Les plantes ne reçoivent que de l'eau de pluie, sauf quand il fait vraiment trop sec. Dans ces cas-là, on les arrose un peu tous les 2 ou 3 jours. Mais grâce à cette couche de paille, les plants baignent dans un terrain complètement naturel. Regarde la structure de cette terre. Les lombrics s'y développent à merveille. Et ils travaillent pour nous, bénévolement. Regarde, ce sol est formidable. L'Union européenne dit vouloir combattre la pauvreté et la corruption et agir pour une meilleure répartition des richesses sur la planète. C'est dans cette optique que des milliards d'euros de subventions sont injectés en Roumanie, et principalement dans le bio. Mais qui en profite vraiment? Les terres arables font l'objet d'une nouvelle ruée vers l'or. Dans les bureaux rattachés au ministère de l'Agriculture, on divise les terres en parcelles, on en rassemble d'autres et on convertit d'immenses territoires au bio.
Une subvention directe de 300 € par hectare s'ajoute à des aides à la création d'exploitations agricoles, à l'achat de machines et à la construction de structures pour l'élevage, aides qui peuvent couvrir jusqu'à 70% des sommes engagées. Hélas, de plus en plus de terres sont rachetées par les gros investisseurs étrangers. Rares sont les petits exploitants qui résistent à cette tendance. Willy Schuster fait partie de ceux-là. Il n'est pas prêt à accepter que les petites fermes disparaissent et qu'à la mort des anciens, les jeunes soient contraints à quitter le pays. Ils font du landgrabbing biologique. Les gros exploitants bio viennent ici pour produire des aliments destinés aux consommateurs d'Europe occidentale. Ils nous volent nos terres. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de visage pour l'instant. Ils viennent ici, proposent de meilleurs prix et ainsi de suite, et leurs exploitations ne cessent de s'agrandir. On a presque un État dans l'État, comme qui dirait. Et il y a très peu de transparence et de communication avec les gens d'ici. Theo Henny, ancien banquier d'affaires suisse, possède aujourd'hui plusieurs grandes entreprises et fonds d'investissement spécialisés dans le bio. Nous faisons de l'agriculture biologique ici. Nous sommes dans le Banat, qui est une région très fertile de Roumanie. La Roumanie est le pays où il reste encore beaucoup de terres à exploiter. C'est un grand pays, avec une superficie de 238 000 km², et les terrains sont excellents pour les investisseurs étrangers. La Roumanie est éligible aux subventions pour l'agriculture bio depuis qu'elle est entrée dans l'Union. C'est donc devenu un secteur très attractif, y compris pour nous. Nous avons ici des parcelles de 50 et 100 hectares. Celles que nous exploitons sont réparties autour de ces deux villages. En termes de prix, il faut savoir que la terre vaut entre 26 000 et 35 000 € l'hectare en Allemagne, et entre 70 000 et 100 000 en Autriche et en Suisse. Alors qu'ici, l'hectare est encore abordable. Il coûte environ 2 500 €. C'est ici que nous entreposons nos machines. Ces gens sont nos employés. Ils conduisent les tracteurs et travaillent avec les machines. Nous avons essayé à plusieurs reprises d'engager des Roms. Mais ils ne sont vraiment pas assez fiables. Il y a des exceptions, comme pour tout. Nous en avons d'ailleurs embauché 2 à des postes fixes. Et ce sont des gens sur lesquels on peut maintenant vraiment compter. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas anticiper ici. Ils ne réussissent pas à collecter assez de bois pendant l'été pour se chauffer l'hiver. Une année, on avait planté une centaine de piquets pour que les rapaces viennent s'y poser et qu'ils nous débarrassent des souris. Au printemps suivant, tous les piquets avaient disparu. Ils ont dû être utilisés comme bois de chauffage par ces gens-là. À l'heure actuelle, la demande en produits bio dépasse l'offre. Les acteurs du marché des produits bio ne sont donc pas à même de satisfaire la demande. Acheter bio est de plus en plus tendance, dans toutes les classes sociales. Alors je pense qu'il serait vraiment dommage que nous ne puissions pas, nous, les acteurs du bio, répondre pleinement à cette demande croissante. L'ex-banquier suisse mise désormais tout sur le bio. Il a investi au bon moment dans les supermarchés bio allemands. Il a également acheté des terres cultivables en Amérique du Sud avec l'aide de bailleurs de fonds arabes. Aujourd'hui, il tente d'attirer les investisseurs en Roumanie, mis au point d'un discours attractif dans les bureaux de Sibiu.
Kai, Silvio, j'aimerais qu'on fasse une simulation d'entretien ensemble pour voir si notre argumentaire est convaincant. Je vais jouer le rôle de l'investisseur. Tout d'abord, nous lui montrerons les 3 véhicules d'investissement, c'est-à-dire la société par action allemande et les 2 fonds de Gibraltar, avec lesquels il investira dans ces 3, disons, sous-véhicules, que sont les sociétés foncières, l'agriculture et l'élevage bovin, avec Carpet & Meat. Ensuite, nous parlerons de la certification bio. Tu veux développer un peu, Silvio? Notre société aide les investisseurs à obtenir la certification bio pour leur production agricole. Cela peut prendre de 1 à 3 ans en fonction des mesures qui sont prises sur les terres concernées. Après la conversion des parcelles à l'agriculture biologique, tout ce qu'on y produira sera automatiquement certifié bio. Merci beaucoup. Quand le bio est produit à la chaîne, c'est une affaire en or. Tout ce qui promet de rapporter gros est mis sous plastique. 65% des consommateurs allemands de produits bio font aujourd'hui leurs courses dans les supermarchés hard discount. Nous avons là environ 450 tonnes de pommes de terre bio. Si l'on est convaincu que le bio c'est mieux, alors il faut s'acheminer vers le tout bio. Et c'est notre ambition. Sur les caisses, on note la variété des pommes de terre, le champ dont elles proviennent et la date de la récolte. Celles-ci, par exemple, ce sont les Belinda de la parcelle Flett, récoltées le 19 septembre. À côté, nous avons les Campina du Langenschlag, récoltées le 28 août. Celles-ci sont des Friesländer de la parcelle Jebel, récoltées le 13 septembre. Nous nous sommes lancés dans les produits bio lorsque les supermarchés hard discount se sont mis à en vendre. Il nous a fallu faire attention à bien répartir nos productions. Avec 60 hectares, nous devions nous assurer d'avoir des réseaux de distribution suffisamment grands, sachant que notre but est de convertir la totalité de nos terres à l'agriculture bio. Les agriculteurs qui rêvent de produire bio à 100% et dans des volumes aussi ambitieux que ceux de Carsten Niemann doivent effectivement s'assurer que les chaînes de distribution suivront. Notons que dans ce cas de figure, le bio n'est plus un idéal, mais une nouvelle norme imposée par les supermarchés hard discount. Ce sont eux qui dictent les quantités, le calibre et la forme des fruits et légumes, de même que les prix d'achat et de vente. Les produits sont tous contrôlés avant leur mise sur le marché, selon des critères fixes. Par exemple, s'il y a un trou dans la pomme de terre, comme ici, elle ne peut pas être vendue. Même si elle est parfaitement bonne à manger, elle n'est pas dans la norme, alors il faut malheureusement la mettre de côté. Et ça ne vaut pas seulement pour des magasins comme Aldi ou Lidl, ça concerne tous les commerces qui vendent des pommes de terre, que ce soit ceux du groupe EDEKA ou Rewe ou Familia. En ce sens, il n'y a aucune différence entre les commerces, qu'ils soient hard discount ou non. Carsten Niemann investit toujours plus dans le matériel. Récemment, il a fait construire un entrepôt frigorifique ultramoderne pour conserver ses pommes de terre bio et en vendre toute l'année, car les discounters sont impitoyables. Il est déjà arrivé que les acheteurs des chaînes de hard discount, à qui on proposait pourtant des pommes de terre allemandes de qualité et en quantité suffisante, leur préfèrent des pommes de terre nouvelles égyptiennes. Apparemment, ils peuvent en tirer un plus gros profit. Alors on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et on a offert une partie de notre récolte devant les points de vente de ce discounter. On voulait attirer l'attention des consommateurs sur le fait qu'on cultive d'excellentes pommes de terre en Allemagne et qu'ils n'ont pas besoin d'acheter des produits étrangers. Si nous produisons des aliments biologiques, ils ont toute leur place sur les rayons de nos supermarchés. Tant mieux pour les Égyptiens s'ils peuvent manger eux aussi des pommes de terre bio, mais qu'ils les gardent pour eux. Le soir venu, Carsten rejoint ses collègues du groupement d'agriculteurs Bio-Kartoffel Nord, littéralement pommes de terre bio du Nord. L'atmosphère est tendue, car une fois de plus, les discounters font pression sur les producteurs pour qu'ils baissent leurs prix. Ces messieurs ont faim et mangeraient bien des pommes de terre eux aussi. Il n'y a pas de pommes de terre sautées? Vous n'avez pas d'autre chose que des croquettes et des frites? Non. On fait un tour de table, Heinrich?
Kerstin est allé au Lidl de Hitzacker aujourd'hui. Il a rapporté un sac de pommes de terre bio pour voir. Des Annabelle allemandes. Un sac d'1,5 kg qui était passé de 2,29 € à 1,99 €. J'ai téléphoné à l'acheteur pour lui demander ce que ça voulait dire. Et il m'a dit que c'était la gamme de prix pratiquée pour ce type de produit. J'imagine qu'il parlait des produits qui viennent du Sud. Et que ce n'était pas eux qui avaient imposé ce tarif, et ça venait du producteur lui-même. Mais bien sûr, comme si j'allais avaler ça. Je ne me suis pas gêné pour lui dire ce que j'en pensais. L'entrecôte avec des frites? Oui, ici. Voici. Merci. Bon appétit. Petite remarque en passant, ça n'a pas l'air très bio tout ça. Non. J'avoue que j'aime manger de la viande. Et si possible, de nos bêtes à nous. On aime tous la viande. C'est pour ça qu'on a commandé du rumsteak. On apprécie d'autant plus cette viande qu'on sait d'où elle vient et comment elle est produite. Mais s'il y avait un restaurant bio dans le coin, c'est là qu'on irait. La montée en flèche du bio est-elle une aubaine ou une calamité pour les exploitants? Le bio se vend bien, d'accord, mais à condition de baisser les prix, si bien que les producteurs doivent finalement brader leurs produits. Ces gens nous volent nos terres, et en plus de ça, ils reçoivent des subventions pour chaque hectare qu'ils nous volent. Et ils en volent des milliers. Par-dessus le marché, ils touchent une prime de conversion à l'agriculture bio, alors que ce sont eux qui en tirent le plus de profit. Les petits exploitants, même s'ils voulaient se convertir au bio, recevraient des subventions dérisoires par rapport à ce que ces gens gagnent. Je dois me contrôler quand je me retrouve face à ces gens qui débarquent avec leur business plan, sans aucun égard pour les gens qui vivent ici, leur tradition et leur culture. Cette route mène aux étables de Karpatenmeet. Karpatenmeet est une nouvelle filiale, disons plutôt une nouvelle entreprise de la grande holding internationale ASC Nature SRL. Je ne sais pas si ça a été vendu ou rebaptisé. Personne ne le sait au juste. Ils changent de nom sans arrêt, mais on sait bien qui se cache derrière tout ça. Ce sont des banques d'investissement. Toutes ces terres là-bas, sur ces collines, et aussi celles-ci, c'est cette holding qui les a rachetées. Et les subventions européennes ne tiennent aucun compte de la beauté de mon paysage et de la diversité des cultures. Résultat, les petits exploitants sont étranglés. Ce n'est pas juste. Karpatenmeet fait partie de la holding de Theo Henny. Accompagné de 2 collaborateurs, l'investisseur suisse va à présent voir ses bêtes. Le plus gros troupeau de vaches Angus d'Europe broute la bonne herbe des prés que Theo Henny a converti au bio grâce aux subventions européennes. Ce sont des terres que nous avons achetées récemment? Oui, nous les avons clôturées cette année. Et tout ça, nous l'avons acheté, pas loué. Non, non, c'est notre propriété. Parfait. Et c'est lui, là, qui nous gêne avec ses moutons? Parfois, un peu. C'est pour ça qu'on a mis une clôture. Mais avec le temps, on apprend à cohabiter sans se gêner mutuellement. C'est une coexistence pacifique.
Ces prés, cette nature, ces animaux, c'est un vrai bonheur. C'est une chance qu'on ait pu acheter ces terres avec l'aide des investisseurs pour en faire des entreprises rentables. Ça me fait vraiment plaisir. Que les investisseurs s'intéressent à ces terres et à ces animaux, c'est une vraie satisfaction. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant dans la finance, où tout était virtuel. Sous la pression des investisseurs, la Roumanie a assoupli les conditions d'acquisition des terres. Les acheteurs n'ont plus besoin de faire preuve d'expérience dans le domaine agricole et ne sont plus limités en termes de surface. Nous avons là une carte où sont mises en évidence toutes les terres qui appartiennent à nos différentes sociétés. Si j'analyse la situation, nous avons ici des terres assez compactes, ou disons bien rassemblées. Ici aussi, et en bas, là, et même là-haut, mais dans ce coin-là, les terres sont très éparpillées. Kai, quelle stratégie as-tu développée pour combler tous ces trous ? Nous avons fait appel à des intermédiaires qui sont allés frapper chez les gens pour leur demander s'ils étaient prêts à vendre. Nous avons aussi décidé de prendre des terres en location. En l'espace d'un mois, cette stratégie nous a fait gagner 50 hectares. L'époque où l'on pouvait louer des terres pour 40 € est révolue, mais c'est comme ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en Suisse, ça coûterait 1000 €. C'est vrai, c'est bien pour ça qu'on est là et pas en Suisse. Il faut en profiter tant que les prix sont encore abordables ici. N'oublions pas non plus qu'il n'y a plus que 1000 à 1500 hectares qui nous résistent. Il n'y a pas moyen de les acheter. Par conséquent, on se tourne actuellement vers d'autres secteurs, comme le secteur nord ici, et la zone située au centre, autour de notre QG. Par ici, on n'a jamais vraiment eu l'opportunité de se procurer des terres. Le fait est qu'on n'a pas trop la cote auprès du maire, et il joue un rôle très important au sein de la communauté locale. Quand il est question de vendre des terres, il intervient systématiquement. En revanche, on a de bonnes relations au sein du conseil municipal et de l'église. Alors on va jouer cette carte-là, d'autant que ce sont bientôt les élections. On croise les doigts pour que ce soit le candidat de l'opposition qui l'emporte. Bien. Merci, Kai. Nous voici en Thaïlande, où les crevettes font l'objet d'élevages intensifs destinés au marché international. Un projet allemand prévoit de convertir ces gigantesques élevages au bio, progressivement et durablement. Mais pour l'instant, rien n'est encore fait. Les parcs à crevettes s'étendent à perte de vue. Le déboisement illégal de la mangrove se poursuit, tout comme la destruction des paysages côtiers, et on continue d'utiliser une énorme quantité de produits chimiques. Les eaux sont polluées, comme l'ensemble de l'environnement. Et les crevettes? Les pauvres bêtes sont souvent atteintes de maladies et meurent. Des aides financières devaient être distribuées par la GTZ, la Société allemande pour la coopération technique, rebaptisée depuis GIZ, I pour international. Elle a son siège dans cet immeuble de bureau de Bangkok. Beaucoup d'argent a été versé en 2006 pour la conversion au bio. Mais où cet argent est-il passé? Qui en a profité? Et existe-t-il déjà des élevages bio? En quête de réponse, nous nous rendons à la Zurirat Farm, que nous avions déjà visitée en 2012. Les aides allemandes ont comme de juste profité aux plus gros producteurs de crevettes locales. Les nombreux petits éleveurs de la région n'en ont pas vu la couleur. Vous voyez ici le parc de véhicules de l'éleveur en question. Et le label Naturland. Le sous-directeur nous fait visiter son domaine et nous explique qu'il est très reconnaissant aux Allemands pour leur généreux soutien. En 2006, nous avons développé une coopération avec le ministère thaïlandais de la Pêche et la GIZ, qui devait promouvoir le commerce des crevettes bio thaïlandaises sur le marché mondial.
Nous sommes allés en Allemagne, au Salon international de la pêche de Brême, et nous avons contacté Naturland et le ministère de la Pêche. Naturland a envoyé des agents inspecter notre élevage en vue de la certification bio. La GTZ nous a envoyé la moitié des fonds prévus pour améliorer notre élevage. Les Allemands nous ont choisis parce que nous avions déjà l'intention de nous convertir au bio. Et ils ont vu que nos parcs à crevettes étaient exceptionnels et faciles à convertir. L'élevage de crevettes subventionné par l'Allemagne est-il aujourd'hui parfaitement bio? Notre interlocuteur affirme que tous les critères définis par Naturland sont désormais remplis. Nous l'interrogeons quant à la nourriture des crustacés. Excusez-moi, veuillez filmer dans cette direction, s'il vous plaît. Il ne veut pas que nous filmions les sacs de nourriture industrielle entreposés à l'arrière-plan. Qu'est-ce que vous faites de cette nourriture conventionnelle que nous voyons là? Ce n'est pas certifié. Ce n'est pas bio, ça, si? En fait, ce ne sont que des sacs. Comme on en manque, on achète des sacs vides qu'on remplit avec notre nourriture. C'est tout. L'éleveur nous confirme que dans le cadre de la conversion au bio, il a obtenu une somme considérable de la part de la GTZ. Mais il ne veut pas nous révéler le montant exact. Est-ce que vous savez combien vous avez reçu? Non, je n'en sais rien. C'était un projet de la GTZ. Il faudrait voir avec eux. Ils ont choisi plusieurs éleveurs ou seulement vous? Seulement moi. Ils en ont contacté beaucoup d'autres, mais ceux-là n'étaient pas intéressés par la conversion au bio. Il n'y a que nous qui étions motivés. Mensonge. D'après nos recherches, un grand nombre de petits éleveurs de la région s'étaient montrés intéressés, mais on ne leur a jamais rien proposé. Sur le domaine de la ferme d'élevage soi-disant bio, nous remarquons des bidons en plastique, sur lesquels figure le nom de substances chimiques diverses et variées, désinfectants et chlorures. Cette fois encore, l'éleveur nous assure qu'il les a achetés vides. Mais pourquoi? Nous avons rendez-vous à la GIZ à Bangkok. 15 mois se sont écoulés et nous voulons savoir si la Zorerat Farm a toujours la certification bio allemande. Nous voudrions également obtenir des éclaircissements quant à la distribution des aides à la conversion en 2006. Combien d'argent a été versé? À qui? Et pourquoi? Et comment se fait-il que les petits éleveurs n'aient rien eu? Nous avions rendez-vous à 13 h. Nous sommes venus exprès d'Allemagne, mais le responsable que nous devions interviewer ne peut plus nous recevoir. L'entretien aurait soi-disant été annulé par email, email que nous n'aurions pas reçu à temps. Autres incohérences. Alors que le bureau thaïlandais de la GIZ nous affirme que la somme totale consacrée au projet de conversion au bio se montait à 236 000 €, le service de presse, lui, nous assure qu'il ne s'agissait que de 172 000 €. D'autre part, la GIZ prétend que les dirigeants de la Zorerat Farm n'ont rien touché, l'argent ayant été injecté dans le conseil. Sur le site internet de l'éleveur de crevettes, on remarque qu'il continue à utiliser le logo Naturland. Pourtant, l'association nous apprend qu'il lui a été retiré depuis longtemps, à titre temporaire, du fait que les critères n'étaient pas tous remplis. Le label bio a donc été utilisé frauduleusement. Nous comprenons maintenant pourquoi toute cette histoire est aussi embarrassante pour les personnes impliquées dans le projet. Nous retournons à la Zorerat Farm, qui nous avait assuré avoir procédé à la conversion au bio grâce aux aides généreuses de l'entreprise allemande. En arrivant, nous constatons à notre grande surprise que l'entreprise a maintenant des locaux flambant neufs. Désormais, Zorerat est également une marque de nourriture pour crevettes, bio évidemment, peut-être à destination de tous les petits éleveurs qui n'ont pas profité de la manne allemande. Pourquoi l'entreprise continue-t-elle à mettre en avant le label bio allemand de façon totalement illicite? C'est ce que nous sommes venus demander. Mais cette fois, on refuse de nous laisser entrer. Manifestement, nos questions dérangent. Je suis à Munich, où j'ai rendez-vous dans un petit moment avec un responsable de chez Naturland, pour savoir quelle sera la prochaine étape du processus de certification bio. J'espère que ce sera assez rapide, parce que je crois avoir déjà donné un maximum de renseignements à l'entreprise.
Ils ont toutes les informations dont ils ont besoin. Ils savent où les plantes sont cueillies, quand et par qui. J'ai indiqué de quelle région elles venaient et tout le reste. Alors maintenant, à mon avis, ils ne peuvent que me dire « D'accord, pas de problème, vos gélules de cynorhodon vont pouvoir être certifiées bio ». Et combien ça va nous coûter? Bonne question. Jusque-là, ça m'a coûté beaucoup de stress, beaucoup de temps, beaucoup de voyages, etc. Est-ce qu'au final, avoir le label bio s'avérera rentable? Je l'ignore, mais je vais bientôt savoir combien ça va nous coûter chez Naturland. Madame Kopp? Oui, c'est bien moi. Bonjour, Monsieur Kor. Le cynorhodon norvégien. Oui, c'est ça. Merci de prendre le temps de me recevoir. Mettons-nous à l'aise, je vous en prie. Merci. Asseyons-nous. Vous m'avez envoyé le formulaire. Oui. Merci beaucoup. De rien. J'aurais encore quelques questions. D'accord. Vous cueillez donc des cynorhodons? Oui. Avez-vous précisé qu'il s'agissait de la variété Rosa canina? Est-ce qu'un botaniste l'a certifié? Je pense que oui. La femme de mon partenaire est biologiste, diplômée. Bien. Malgré tout, il nous faudrait une identification botanique exacte, ce qui n'est pas toujours facile pour cette variété-là. Vous écrivez plus loin, nous cueillons environ 25,5 de la quantité totale. J'imagine que vous vouliez écrire 25%. Oui, c'est une faute de frappe. Entendu. Donc, en clair, vous cueillez environ 25% des cynorhodons de cette région. Non, nous en laissons 25%. Vous en laissez 25%, d'accord. Vous respectez donc les règles. Vous dites que vous encapsulez le produit de votre cueillette. Concernant cette transformation, il faudra voir avec ma collègue. Je m'occupe moi-même uniquement de ce qui touche à la production. Attendez, quand vous dites production... Dans votre cas, il s'agit de cueillette sauvage. Vous appelez ça production? Oui. Pour moi, la production, ça inclut la cueillette, le nettoyage, le séchage et la mise en gélule. Pour Naturland, dans votre cas, la production concerne uniquement la cueillette sauvage. La mise en capsule relève du processus de transformation. Et pour cela, je vous renvoie à ma collègue. Donc même si vous validez la phase de cueillette, ça ne me servira à rien. Du fait que je ne compte pas vendre les cynorhodons tels quels dans le commerce, mais sous forme de gélules. Exact, vous avez besoin de valider l'étape numéro 2. Pour laquelle je dois payer une deuxième fois. Absolument. Les frais de certification correspondent à la commission que nous facturons pour le droit d'utiliser le logo Naturland. Cette commission s'élève à 75% du prix de vente hors taxe. Pardon, 0,75%. Oui, j'allais le dire. Pardon, pour le coup, la facture serait corsée. Donc, 0,75% du prix de vente hors taxe et 1% pour la transformation. Un inspecteur d'un organisme de contrôle européen viendra vous rendre visite en même temps qu'un contrôleur de Naturland. Donc si j'ai de la chance, je pourrai un jour utiliser le logo Naturland sans pour autant avoir nécessairement le label bio européen. Tout produit qui aspire à être vendu comme un produit bio en Allemagne et en Europe doit être certifié bio selon les critères de certification définis par la réglementation européenne. C'est la loi. La certification européenne ne suffit pas. Il me faut aussi le certificat Naturland. Ce n'est pas une obligation. Tout dépend du marché visé et du degré d'exigence de vos partenaires commerciaux en termes de certificat. Est-ce qu'ils veulent promouvoir votre produit en tant que produit validé par Naturland ou par un autre organisme de certification? Ou est-ce que le label européen leur suffit? Dans ce cas, ils n'ont pas besoin d'un autre logo. Je n'ai donc pas besoin des deux. Encore une fois, c'est à vous de voir. Vu la rigueur et la longueur du processus de certification dont j'ai moi-même fait les frais, je m'étonne de plus en plus des scandales que nous avons connus en Allemagne ces derniers temps. Celui des œufs bio, notamment. Avec toutes ces exigences, tous ces contrôles et toutes ces inspections, comment peut-on encore frauder? Cette question n'est pas pertinente dans le cadre de cet entretien. L'attaché de presse de Naturland s'interpose. Monsieur Koch n'est pas habilité à s'exprimer sur ce sujet. Seule la direction peut répondre à ce genre de questions. Oui, cela relève des relations publiques et de la direction. Ça dépasse mes compétences. J'ai bien sûr mon opinion sur la question et je pourrais vous dire ce que j'en pense, mais ce n'est pas mon métier. Oui, je comprends. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Nous restons en contact. Entendu, Madame Kopp. Merci d'être venue. Merci à vous, Monsieur Kor. Nous restons en contact. Oui, merci beaucoup. Merci et bon retour chez vous. En Chine aussi, le bio connaît un véritable boom. Ce vaste pays est l'un des plus gros producteurs mondiaux de produits certifiés bio.
Il exporte un peu partout, y compris en Europe. Mais qui contrôle tout cela? Les organismes de contrôle européens sont chargés de veiller à ce que les denrées en question soient conformes à la norme européenne. Nous avons rencontré Kolja Braun de l'organisme de contrôle allemand Ceres. Le marché du bio chinois est assez dynamique. Ceres a beaucoup de dossiers en cours là-bas. Plus de 200, je crois. Mais la Chine est également connue pour être assez en retard sur pas mal de plans. Nous verrons bien ce que je découvrirai aujourd'hui. Aujourd'hui, Kolja Braun inspecte des cultures de fruits et légumes et un petit élevage de bétail qui appartiennent à l'un des plus grands groupes de construction chinois. Les exploitants sont prévenus de la visite. On a constitué un comité d'accueil. Ce qu'on produit ici n'est pas destiné à la consommation des employés de l'exploitation. On l'envoie directement à de hauts responsables du parti à Pékin. Et à l'avenir, on voudrait exporter. Une fois par an, chaque exploitation bio fait l'objet d'une inspection annoncée. Les contrôles ponctuels imprévus sont relativement rares. À première vue, ces poules font plutôt bonne impression. Que leur donnez-vous à manger? Un accompagnateur chinois traduit. Kolja Braun n'est pas satisfait. La façon dont ils élèvent leurs poules semble grosso modo conforme à la législation européenne en matière de bio. Sauf que nous venons de constater que 10% de la nourriture qu'on leur donne est constituée de riz non bio. Et ça, ce n'est pas conforme. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie de nous tromper. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous nous rendons sur place pour vérifier qu'ils respectent bel et bien tous les critères. De temps en temps, on trouve quelque chose, des engrais chimiques ou des pesticides de synthèse. Comme on ne peut pas toujours en déceler la présence, même en se rendant sur les lieux, nous prélevons des échantillons que nous faisons analyser par un laboratoire accrédité en Allemagne. En Chine, l'agriculture doit trouver sa place entre une industrie galopante et un développement urbain fulgurant, sachant que cette croissance entraîne une pollution massive. Où en est vraiment l'agriculture bio dans l'empire du milieu? Nous voulons nous en faire une idée par nous-mêmes et prenons congé de Kolja Braun pour nous rendre dans la province de Shandong. Ceci est un réservoir d'eau destiné à l'irrigation. De plus en plus d'exploitations agricoles chinoises souhaitent prendre le train du bio en marche, convaincus qu'il y a là un filon potentiellement très lucratif. Mais les sols sont problématiques. Des décennies durant, ils ont été fertilisés à grand renfort d'engrais chimiques. Et pour venir à bout des dégâts causés par l'agriculture intensive, que fait-on? On les fertilise à nouveau massivement. Pendant les 3 ans de transition de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio, nous avons traité les sols avec un produit à base de soufre, de manière à augmenter l'acidité de la terre, et donc le rendement. Pour s'assurer de meilleurs rendements, les futurs exploitants bio utilisent volontiers des engrais azotés soufrés, comme le sulfate d'ammonium. Mais leur forte concentration en soufre peut nuire aux sols, qui deviennent excessivement acides et donc moins fertiles. Le directeur nous explique que ce sont loin d'être les seuls engrais bio qui existent sur le marché. Il y a des entreprises qui fabriquent des engrais officiellement biologiques, mais dans lesquels est rajouté un tas de choses. Récemment, l'une d'elles nous a proposé de mettre quelques additifs chimiques dans nos engrais pour qu'ils soient moins chers et plus efficaces. Nous y avons réfléchi, mais finalement, nous avons refusé d'acheter ces produits, car ils ne peuvent plus être très bio après tout ça. Au final, ce sont des engrais de synthèse. Un peu plus loin, nous faisons la connaissance de Liu Xiang. Lui aussi s'essaie au bio. C'est très grave ce qui se passe dans notre pays. L'an dernier, il y a eu des cas de fraude massive chez BioInver. Ils en ont même parlé à la télévision quand le scandale a éclaté. L'entreprise a utilisé des pesticides, en particulier l'aldicarbe, qui est hautement toxique pour l'homme. Et quand on pense aux œufs, 99% des œufs vendus comme bio ne le sont pas. On ne peut faire de l'agriculture réellement bio que dans 2 régions, sur les hauts plateaux du Xinjiang et au Tibet.
Pourtant, il y a des produits bio en vente partout, à Pékin comme ici. La plupart sont frauduleux. Il n'y a bien que l'étiquette qui soit bio. Les certificats bio peuvent s'acheter? Bien sûr. C'est justement ça le problème. Shen Xiang est à la tête d'une autre exploitation bio. L'industrie cause des dégâts énormes, à commencer par la pollution de l'eau. Et c'est cette même eau que les agriculteurs comme nous doivent ensuite utiliser pour irriguer leurs champs, leurs plantations de fruits, de légumes. Tout le poison que l'eau contient est donc transmis à notre nourriture. L'industrie pollue les domaines agricoles. Et par conséquent, les produits de l'agriculture nous polluent, nous qui les mangeons. C'est un cercle vicieux. Et c'est la même chose dans l'agriculture bio, par exemple à Weifang. L'ajout de substances chimiques n'est qu'un moindre problème. La pollution de l'eau est bien pire. L'eau du puits est souvent aussi blanche que le lait. L'environnement est en pleine mutation. L'eau et l'air sont en train de changer radicalement de composition. Et que peut-on y faire? Rien. Sauf si on est très riche ou très célèbre. Je connais quelqu'un qui emporte une bouteille d'oxygène partout avec lui. Il n'y a pas de vrais produits bio dans les supermarchés. Tout est traité aux hormones. Ils collent une étiquette bio sur l'emballage, ou bien ils achètent un certificat bio quelque part. Ça coûte dans les 5000 yuan. Je peux t'en trouver un pour 2000 yuan. 2000 yuan, cela fait à peine plus de 200 euros. Nous essayons bien sûr de nous passer totalement de pesticides, mais très franchement c'est impossible. Quand les légumes de l'agriculture conventionnelle se vendent à 3 yuan pièce, nous ne pouvons pas vendre nos légumes bio à plus d'1 yuan pièce, parce qu'ils n'ont pas un aussi bel aspect. Ils sont petits et rabougris. Alors, le bio n'est pas rentable? Non. C'est pour ça que je dois à nouveau employer des produits chimiques. S'enrichir via le bio reste du domaine du rêve pour les petits exploitants. Une autre serre de la province de Shandong. Ici aussi, les exploitants s'essaient à ce qu'ils appellent l'agriculture bio. Mais il est clair qu'on utilise des produits chimiques ici aussi. Ce n'est pas toxique? Non, ou très peu. Vraiment, ce n'est pas nocif pour l'homme? Nous sommes à une distance raisonnable. Et je répète qu'il s'agit d'extraits de plantes. Donc en théorie, c'est même comestible. Nous retrouvons Collier Brown. Entre-temps, il a inspecté plusieurs négociants qui exportent des marchandises certifiées bio. À Guangdong, il y a eu un incident. C'était une plantation de bananes où ils utilisaient du glyphosate sur les sols laissés en jachère. L'emploi de cet herbicide est flagrant. On ne peut ni le camoufler, ni revenir en arrière. Donc ils avaient recours au glyphosate, qu'on appelle parfois Roundup. C'est un désherbant total, c'est-à-dire qu'il détruit tout et met les sols à nu, pour ainsi dire. J'ai trouvé des bouteilles de glyphosate sur le terrain, donc il est évident qu'il a été utilisé de façon intentionnelle. Des activistes de l'organisation de protection des animaux Animal Rights Watch sont en mission. Ils se filment eux-mêmes et commentent leur action en direct. Nous récupérerons la vidéo à leur retour. Leur destination, une ferme d'élevage de dindes soi-disant bio, quelque part en Allemagne. Non loin d'ici, à une centaine de mètres de nous, il y a une discothèque où les gens font la fête. C'est une situation un peu grotesque, mais tant pis.
On y va quand même. On remarque qu'au niveau de la cage thoracique, les animaux sont déplumés. C'est dû au fait qu'ils ont l'abdomen qui repose en permanence sur ce sol très humide. À la surface, ça a l'air plutôt propre, mais si on y regarde de plus près, on voit que la paille cache des excréments qui se sont accumulés depuis des mois. Donc, sous la paille, il y a une couche d'excréments de plus en plus humide et de plus en plus compacte. Et les dindes sont toujours couchées là-dessus. Regardez leurs plumes à l'arrière. Les pauvres, ils ne peuvent même plus marcher correctement. Vous voyez ? Cette plume-là, elle a dû la coincer quelque part, si bien qu'elle s'est retournée. Ça doit lui faire très mal. D'ailleurs, regardez-la. Elle ne bouge pas. Elle ne peut même plus se lever, vous voyez ? Et le pire, c'est que ces dindes pourraient encore être sauvées. Pauvre bête. C'est vraiment moche. Attention, ça continue par là. Regarde, ils ont noté le nombre de dindes qui sont mortes jour après jour. Dans cette colonne, ils ont indiqué la date, et ici on a la somme. Là où ils ont mis un astérisque, c'est qu'ils les ont tués. Ils les ont abattus. Ce jour-là, ils en ont tué 2, juste parce que ça ne valait plus la peine de les gaver. D'autres jours, c'est 10 ou 6 ou 7. Supprimé. Oui. Nous avons rendez-vous avec les 3 activistes à un endroit convenu afin de réceptionner les images qu'ils ont filmées. Leur humeur n'est pas des plus joyeuses. Ce qui est dur après ce genre de mission, c'est de se retrouver à l'air libre et de se dire qu'on aura beau faire tout ce qu'on pourra, entreprendre toutes les actions possibles, ces animaux resteront là-dedans jusqu'à ce qu'on les transporte quelque part. Il y avait aussi des caisses remplies d'animaux morts. Oui, des sortes de grosses poubelles. 3, remplies à ras-bord de cadavres. Et ça, c'est bio. Après avoir visionné ces images, Naturland a interdit à l'éleveur d'utiliser son label. Mais celui-ci continue à vendre ses dindes comme de la viande bio, selon les normes européennes. À la suite d'une série de scandales liés à son label, celui des œufs contaminés, des poules pondeuses et de ces dindes élevées dans des conditions effroyables, Naturland a décidé de nommer un délégué au bien-être animal. Cela suffira-t-il ? Non, répondent les défenseurs des droits des animaux, car avec l'élevage intensif, la production de viande bio est partie d'un très mauvais pied. J'ai reçu un email d'une dame de chez Naturland. Elle m'écrit: Chère Madame Kopp, merci beaucoup pour votre email. Après consultation de la commission de certification de Naturland, je suis au regret de vous informer que nous ne pouvons vous délivrer le certificat Naturland pour vos gélules de cynorhodon présentées comme complément alimentaire. Veuillez vous adresser à un organisme de contrôle de façon à savoir si votre produit peut être certifié biologique en vertu du droit européen en la matière. Super, il refuse. Je mets donc une croix sur Naturland et je vais passer directement à l'échelle européenne. On verra bien ce que ça donnera. Dommage.
Vous semblez déçu. Disons que c'est beaucoup de travail pour rien, et ça a coûté un certain prix aussi. Ils n'auraient pas pu me dire ça plus tôt? J'ai échangé beaucoup de courriers avec eux. Ils savaient de quel produit il s'agissait et que nous vendions ça sous forme de gélules. Alors nous opposer ce refus après tout ce temps, franchement, c'est pas très correct. El Mar de Plástico, comme la surnomment les Espagnols. Cette mer de plastique est l'épicentre européen de la production de fruits et légumes. Ici aussi on produit bio, en plein milieu d'un immense territoire consacré à l'industrie agroalimentaire conventionnelle, au cœur de l'une des contrées les plus arides du continent, on produit des aliments biologiques. Seulement voilà, le mode de production est presque identique au mode de production conventionnel. Nous visitons une plantation de tomates bio. Nous avons ici ce qu'ils appellent un guide d'élaboration du produit, où sont indiquées les différentes couleurs que peuvent avoir les tomates au moment de la récolte. Et ici, on nous montre les différents calibres. Ça, c'est le calibre triple M, celui-ci, c'est le double M, celui-là, c'est le M. Puis on a le calibre G, le calibre double G, et enfin le triple G. Et ici, nous avons les critères de base à respecter. Les tomates doivent avoir un bel aspect bien lisse, être fraîches, saines, et ne pas présenter de défauts visibles, pour celles de la première catégorie. Elles doivent être de bonne qualité, sans craquelure et uniformes au niveau de la couleur. José Ángel Navarro travaille pour un organisme espagnol de certification bio. Il vient lui aussi inspecter la plantation de tomates de José Miguel Castillo. Aujourd'hui, dans cette serre, on taille les pieds de tomates. Vous coupez aussi les feuilles du dessous? Non, à ce stade, il y a très peu de feuilles. Tu as vu des plantes malades ou quoi que ce soit de bizarre? Ou tout va bien? Non, tout va bien. Bon, si tu vois quoi que ce soit, tu me le dis. Il faut rester vigilant, d'accord? D'accord. Sous les bâches en plastique, c'est la fournaise. Et les travailleurs africains ne voient pas plus le soleil que ces tomates bio. À Almeria, les journaliers agricoles gagnent environ 35 € par jour. L'eau, un bien si précieux dans cette contrée aride d'Andalousie, ruisselle en continu. Il faut 180 litres d'eau pour produire 1 kg de tomates. Le niveau de la nappe phréatique ne cesse de baisser dans la région. L'eau est particulièrement importante pour les cultures bio, n'est-ce pas? Oui, dans la zone où nous nous trouvons, avoir de l'eau est un privilège. Et cette eau-là est d'excellente qualité. Elle est très riche en sels minéraux, qui sont des substances nutritives vitales pour les cultures. Tu n'as donc pas de problème avec cette eau? Non, aucun. Nous la contrôlons régulièrement. Elle vient de notre puits et elle est renouvelée chaque jour. C'est celle que nous consommons et nous n'avons jamais eu de maladie liée à l'eau. Il n'y a vraiment rien à craindre. Les investisseurs peuvent compter sur deux sources de profit. D'une part, ils sont presque sûrs de faire une plus-value sur leurs investissements grâce à la progression des prix des terres agricoles. D'autre part, nous revalorisons ces terres en les cultivant et leur assurons un rendement régulier. C'est pourquoi ce genre d'investissement est particulièrement attractif. Theo Henny investit encore et toujours. Sa holding a injecté 50 millions d'euros dans diverses entreprises, comme les chaînes de supermarchés bio Basic et Superbiomarkt. Son investissement dans les épiceries Rapunzel, Réponse en France, s'est révélé très lucratif.
Cet investissement s'est avéré très rentable. Ce n'était pas sans risque à l'origine, mais ça en a valu la peine. Ce qui était intéressant chez Réponse, c'est qu'ils avaient une philosophie bio très réaliste. En gros, ce devait être bio, mais ça devait également rapporter. Ils alliaient donc idéalisme et sens du commerce. Nous voici dans les étables de Karpatenmeet, ces gigantesques stations d'engraissage où l'on prépare les vaches à l'abattoir. Theo Heini nous avoue que la viande de bœuf produite ici n'est pas certifiée bio, car l'élevage est trop intensif. Mais il est prévu que cela change, nous assure-t-il. Seuls les animaux destinés à la reproduction pèsent à l'air libre sur ces grands champs bio de Roumanie qui ont vu le jour grâce aux subventions européennes. Le bonheur de Theo Heini serait parfait s'il n'y avait pas tous ces moutons qui broutent sans vergogne l'herbe de ces champs. En Roumanie, les éleveurs de moutons ont très souvent bien plus de moutons que la loi ne les y autorise. En effet, le nombre de bêtes est limité en fonction de la taille des terres de l'éleveur, qu'il en soit propriétaire ou seulement locataire. Il a droit à tant de moutons par hectare. Mais généralement, ils en ont bien plus. Alors évidemment, leurs moutons manquent d'herbe et ils les font brouter chez les autres. Je suis d'avis que la loi doit être appliquée. Les autorités, la police et l'inspection de l'élevage devraient vérifier que les éleveurs n'ont pas trop de moutons. Nous sommes bien contrôlés, et très souvent, surtout les étrangers. Tout doit toujours être contrôlé, alors pourquoi ils ne le seraient pas eux aussi? Tel David contre Goliath, Willi Schuster continue à se battre pour faire vivre sa petite exploitation bio, non seulement menacée par le gros investisseur Theo Heini, mais aussi par la montée en puissance des biotechnologies. Les grandes multinationales comme Monsanto ou Pioneer font des affaires en or avec le maïs transgénique. Ces OGM sont une vraie plaie pour l'agriculture biologique, au même titre que les insecticides. Willi Schuster attire notre attention sur une fromagerie qui se targue de produire de la feta bio. Elle appartient à la société Iceland, qui regroupe toutes les entreprises de Theo Heini en Roumanie. L'entrepreneur suisse a trouvé le moyen de tirer parti des brebis de son voisin encombrant. Il utilise leur lait pour fabriquer de la feta bio. Personne ne vient contrôler où pèsent les moutons. Alors, comme ils ont l'opportunité de se fournir en lait à moindre coût ici, ils ne se gênent pas. Et ils déclarent ce lait comme étant bio, même si les bêtes ont brouté l'herbe des prés où on a pulvérisé des insecticides. S'agit-il donc d'une appellation bio frauduleuse? Un petit exploitant approche. Il vient de livrer. Est-ce que vous produisez bio? Oui. Et que donnez-vous à manger à vos bêtes l'hiver? De la luzerne et des graines. Enfin, ce qu'on trouve. Du maïs aussi parfois. Mais le maïs, vous devez l'acheter. Oui, on l'achète. Où ça? Au marché? Oui. C'est moins cher d'acheter du maïs que d'en produire. Ah oui. Dans ce cas, et vous dites que vous produisez bio? Oui. Allez, au revoir. Au revoir. Il ne se pose pas de questions, et c'est ça le problème. Car la plupart du temps, le maïs qu'on trouve sur le marché est du maïs hybride qui a poussé dans des champs traités aux insecticides. Ça peut même être du maïs transgénique. Les chabolas, ou les bidonvilles d'Almeria. C'est dans cet univers de plastique jonché de détritus que vivent les ouvriers agricoles qu'on exploite pour assurer l'approvisionnement constant des supermarchés hard discount en fruits et légumes bio bon marché. Les habitants de ces bidonvilles n'ont pas l'eau courante. Celle-ci est réservée aux tomates. La plupart de ces travailleurs viennent d'Afrique de l'Ouest ou du Nord. Ils reçoivent aujourd'hui la visite de Federico Pacheco, un représentant du syndicat des ouvriers agricoles. L'idée, ce n'est pas que je vienne ici constater les problèmes et puis salut, j'envoie la télé et l'affaire est réglée. Non, 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 non.
Je travaille pour 35 € la journée. Et cette année, je parle au chef et il me dit qu'il n'y a pas de travail. Il m'a remplacé par quelqu'un qui n'a pas de papier. Comme ça, il n'a pas besoin de le déclarer. Alors ça lui coûte encore moins cher. Moi, je lui coûte 10 € par jour de charge patronale. Mais où on va comme ça? Ils veulent se débarrasser des anciens et les remplacer par des nouveaux qui reviennent moins cher. Beaucoup d'entre nous n'ont pas de travail, d'autres n'ont pas de contrat. La Croix-Rouge passe parfois nous donner 1 kilo de sucre ou 1 litre d'huile, mais c'est rien. C'est pour ça que quand vous êtes 5, 10 ou 15 à travailler dans la même entreprise, il faut vous unir et défendre votre cause ensemble avant d'être mis à la porte. L'agriculture bio pratiquée sous les serres d'Almeria participe du système agro-industriel. Or, dans le cadre agro-industriel, on ne pourra jamais avoir de véritable agriculture écologique. Parce que le modèle de l'agriculture conventionnelle est transposé en mode soi-disant bio, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les produits chimiques conventionnels, on les remplace par des produits certifiés bio, qui viennent de je ne sais quelle raffinerie de pétrole néerlandaise à des milliers de kilomètres de là. Les fruits et légumes sont cultivés de manière intensive. C'est de la monoculture. Ils exploitent la main-d'œuvre et ils acheminent les produits par camion aux 4 coins de la planète. Les agriculteurs bio emploient des saisonniers, de préférence sans contrat de travail, ou dans le meilleur des cas en CDD. Il n'est pas rare qu'ils les maltraitent, ou que les femmes soient harcelées pour qu'elles travaillent plus vite. Chez Biosol notamment, une entreprise de taille moyenne qui emploie environ 80 ouvriers, nous avons décelé beaucoup de problèmes de ce type. Ce matin encore, des travailleurs de chez Biosol sont venus voir Federico Pacheco. Après les poursuites judiciaires intentées par le syndicat, quelques employés avaient obtenu des contrats à durée indéterminée. Mais même sous contrat, ils ne travaillent que par intermittence. Comment ça va le travail? J'en ai pas en ce moment. Je vois. C'est toujours la même chose avec Biosol. Ils disent qu'il n'y a pas de travail. Normalement, je devais commencer aujourd'hui. Bien sûr. Nous allons vous faire un papier pour qu'au moins vous n'ayez pas de problème. Vous avez un contrat, alors qu'il y ait du travail ou non, ils doivent vous payer. On verra bien ce que ça donne. Venez. Ils m'ont donné un avertissement. Je travaillais dans la plantation de concombres, avec une Espagnole et 2 Lituaniennes. Le chef est venu me voir et m'a dit « Señora, vous travaillez trop lentement ». Et moi, comment ça? Je n'ai que 2 mains et je fais de mon mieux. Regardez tout ce que j'ai déjà récolté. Les autres en avaient récolté très peu par rapport à moi. Mais c'est à moi qu'il est venu dire ça. Pourquoi, à votre avis? Parce que vous êtes soutenu par le syndicat? Oui, et parce que je suis en emploi fixe. J'ai un contrat et ils n'aiment pas ça. Ici, tous les producteurs de fruits et légumes ont recours aux travailleurs à bas salaire. Et les agriculteurs prétendument bio d'Almeria ne dérogent pas à la règle. Federico Pacheco accompagne les ouvriers agricoles au bureau de paie de Biosol pour tenter de faire pression sur leur employeur. Nous n'avons pas le droit d'entrer avec notre caméra. Quand ils ressortent de là, les ouvriers ont à nouveau du travail. Pour quelques heures. Plus ça va, plus cette histoire de label bio me semble suspecte. Tout cela manque de transparence. Rien n'est très clair dans la réglementation. Et je commence à me dire que tous les produits vendus sous l'étiquette bio ne sont pas forcément très bio. Marion Kopp va enfin rencontrer son partenaire Peter en chair et en os. Leur complément alimentaire, à base de cynorhodon, n'a toujours pas obtenu de label bio. Tu as fait bon voyage? Très bon, il fait un temps magnifique. C'est merveilleux.
Tu n'as pas le mal de mer? Non, non, tout va bien. Je suis ravie de te rencontrer enfin. Oui, après tout ce temps et toutes ces conversations par Skype. Ne m'en parle pas. À propos du label bio, je t'ai dit que j'avais été en contact avec Naturland et que c'était très compliqué. J'ai eu une longue conversation avec eux là-bas. Et finalement, ils m'ont dit qu'on ne pourrait pas utiliser leur logo. Ils auraient pu me le dire avant et m'épargner le déplacement. J'ai été très déçue. Tout ça pour rien. C'est une grande supercherie. En Allemagne, il y a dans les 37 labels bio, auxquels s'ajoutent les supermarchés hard discount comme Aldi et Lidl. On n'a pas le choix. Pour répondre à la demande, il faut importer de Chine. Je dois avouer que tout ça ne m'inspire rien qui vaille. Mais j'ai confiance en nos gélules de cynorhodon. Au moins, je sais d'où elles viennent. Peter fait appel à des amis et à sa famille pour la récolte des cynorhodons. Ces fameuses baies d'églantier qui, d'après Naturland, pourraient être certifiées bio si la poudre qu'on en extrait n'était pas enfermée dans des capsules en gélatine. En Norvège, c'est l'inverse. Peter pourrait obtenir un logo bio pour ses gélules, mais pas pour le cynorhodon. Je pense malgré tout que ce serait bien qu'on dégote un label bio, parce que les Allemands ne jurent que par ça. Ils sont persuadés que c'est une preuve de qualité. Je sais bien maintenant que ce n'est pas toujours le cas, mais bon... Oui, je comprends. Je suis convaincue que les ventes décolleraient en Allemagne si un label bio était imprimé sur l'emballage du produit. Même si le produit reste le même et qu'il était tout aussi bon avant d'avoir le label. Son contenu ne changera absolument pas. Il nous coûtera plus cher et il coûtera plus cher au consommateur, c'est tout. Mais le consommateur aura l'impression qu'il est meilleur. En fait, nous vendons de l'illusion. C'est l'illusion bio. Il ne faut pas se fier aux labels imprimés sur les produits. Ça ne prouve pas qu'ils sont ultra sains. Pour nous les vendre à si bas prix, ils trichent forcément. Ce qu'on nous vend, c'est une illusion. Quand on est convaincu des vertus du bio et qu'on veut aller vers le 100% bio d'ici à X années, cela veut dire qu'à terme, il faut qu'on soit à même de nourrir 81 millions de personnes avec des fruits et légumes bio et de tous les convaincre de consommer bio. Or, dans ce cas, on ne peut pas s'en remettre à de petites structures indépendantes. On est obligé de recourir au grand système de distribution et donc au commerce de gros et de demi-gros et aux supermarchés. C'est l'évolution du marché, partout dans le monde. Et la filière bio doit suivre cette évolution elle aussi. Elle ne peut pas ignorer ce qui se passe autour d'elle. Elle ne pourra jamais conquérir les marchés en restant indépendante. Ce qui me chagrine profondément, c'est que l'agriculture biologique a perdu son éthique. Elle a abandonné ses valeurs fondatrices pour se soumettre finalement au système de l'économie de marché. Pourtant, les valeurs qu'on défendait à l'origine, la philosophie prônée par les pionniers du bio, devraient être prêchées plus que jamais aujourd'hui, à l'heure où on s'inquiète du changement climatique, de la raréfaction des ressources énergétiques et ainsi de suite. Cette serre appartenait à une entreprise qui doit plus d'1 million d'euros à ses employés et qui a fait faillite. Aujourd'hui, elle est occupée par les ouvriers agricoles avec le soutien du syndicat. L'idée est de cultiver des fruits et légumes pour notre propre consommation et pour la distribution locale, de façon véritablement biologique. Nous voulons diversifier les cultures et faire pousser 5 ou 6 légumes différents. L'idéal, ce serait que les choses changent radicalement d'ici quelques années. On peut continuer à cultiver sous serre, mais il faut aussi des arbres, des forêts, la nature. La terre ne peut pas être uniquement exploitée comme support pour les cultures. C'est de la matière vivante. Pour l'instant, nous ne pouvons faire que de petites actions symboliques. Mais nous voulons ouvrir la voie à un autre mode de production agricole.